Chaque jour, cette antenne vous est ouverte tout au long de la journée d'ailleurs, pas que chez nous avec Philippe David, mais bien depuis le matin jusqu'au soir. Et d'ailleurs, on retrouvera Philippe ce soir à partir de 19h. Pour les vraies voix font parler la France. Alors beaucoup de sujets, on peut parler du numérique, on peut parler bien évidemment de l'immigration. Vous avez été très nombreux à réagir, on ne pouvait pas prendre tout le monde, mais le standard vous est ouvert de 19h à 20h. On va parler, si vous le voulez, parce qu'on en reparle encore, de la fin de vie, de la solitude. Est-ce que vous vous sentez discriminé? Tout ce que vous voulez, c'est vous qui faites le programme, au moins c'est simple. C'est comme au restaurant. Et autour de cette table, Philippe Bilger, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus, et Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Et tout de suite, Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, Seul contre tous. Et on démarre avec qui? Samuel Botton, tiens. L'Union des droites en phase de test municipal, et c'est peut-être bien grâce à LFI. Ça fait déjà quelques années, une bonne dizaine d'années, qu'on voit la fenêtre d'Overton se déplacer. Et là, j'ai l'impression que les municipales vont nous amener à la fin d'un chemin. On pourrait régler définitivement la question de l'Union des droites. Donc on a déjà Éric Ciotti qui a franchi le Rubicon il y a quelques mois. Et là, je vois les sondages. Alors moi, je m'intéresse aux grandes villes, forcément. Je vois qu'à Paris... Chenu et Datis, c'est compatible et ça discute. Je vois qu'à Marseille, Franck Alizio mène la danse autant que possible avec ses 31% et que le score de Martine Vassal se réduit de semaine en semaine. Et ça m'amène finalement à ce raisonnement. Comment va se passer le second tour dans des municipales qui ne ressembleront à aucune autre de par le mode de scrutin? Et surtout, finalement, comment LFI distribue le baiser de la mort à quelqu'un comme Benoît Payan sans avoir rien à faire? Je m'explique. Si on arrive dans une configuration avec Alizio à 31 et Benoît Payan à 30-31 également, ça posera la question d'un retrait. Un Delogu à 12% pourrait difficilement se maintenir. S'il ne se maintient pas et qu'il ne demande rien en échange, on le prendra quand même comme un soutien implicite à quelqu'un comme Benoît Payan qui, pour le coup, a essayé de se tenir à distance de LFI tout du long. Et en même temps, je me pose aussi cette autre question. Quel serait le raisonnement logique d'une Martine Vassal, candidate Les Républicaines? D'ailleurs, petit aparté, je ne comprends pas l'intérêt d'aller sur une municipale à Marseille quand on est présidente de département et qu'on fait la pluie et le beau temps sur les villes, dont Marseille, mais elle me l'expliquera à l'occasion. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'elle fera le jour où elle ne sera pas en position de l'emporter, elle sera en position de se maintenir, mais pas de l'emporter, et c'est deux choses différentes. Et est-ce qu'elle peut réellement prêter allégeance à Alizio? Il y a déjà eu des déclarations en ce sens, il me semble que la première avant démenti était sur votre antenne. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on est dans une phase de test, que ça va se débrider un peu, qu'on risque d'avoir des alliances de ce calibre-là, et ça m'interroge. Et surtout, ça nous amène à nous poser la question de la présidentielle. Est-ce qu'à un moment, cette union des droites, elle est applicable dans ce contexte? Philippe. Mon cher Samuel, votre thème, c'est donc de soutenir que l'union des droites se fait à l'heure actuelle dans beaucoup d'univers municipaux. Qu'elle est en train de se mettre en place et que les conditions se réunissent pour que le moment venu, entre les deux tours, de manière implicite ou pas, elles se produisent. Moi, je crois, je la souhaite, mais je crains d'être démenti par la réalité. Je crois certes, on en parle de plus en plus de l'union des droites, et vous avez raison de dire que dans certaines municipalités, elle se crée, on part de la base, et peu à peu, on abordera plus tard, en 2027, les problèmes qu'elle pose, mais je crains que ce ne soit pas demain encore qu'on osera aller au bout de l'union des droites, parce que il y a trop de divergences entre ceux qui la souhaitent et entre ceux qui n'en veulent pas et ceux qui y aspirent. C'est pour ça que je suis resté spécifiquement sur les 2-3 grandes villes qui sont vraiment les plus concernées. Allez, Virginie Calmels. Par rapport à ce que vient de dire Samuel, ce qui est intéressant, c'est pourquoi il y aurait une union des droites qui, pour le coup, n'a pas eu lieu, ou alors vraiment en épiphénomène, il y en aura sans doute au municipal. Mais c'est parce qu'effectivement, LFI fait tellement peur
que au fond, il y a un moment donné où quand les choix vont devoir s'opérer et quand il va falloir que même des gens qui n'étaient pas favorables à l'union des droites choisissent, parce qu'on n'est pas loin d'avoir un second tour quand même, Le Pen ou Bardella face à Mélenchon. Et là, je peux vous assurer que l'heure du choix, elle va sonner. Alors il y a des gens qui sont des adeptes du en même temps, du centrisme, du je dis pas pour là, qui je vais voter. Même temps, là. Mais pour moi, là, c'est pas possible. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment donné où il faut hiérarchiser et dire, dans une configuration comme celle-là, finalement, parce qu'on l'a vu avec le NFP, ils nous ont fait le coup, on se met ensemble, même après le 7 octobre, le PS s'est mis avec Mélenchon pour faire battre le RN. Mais il est possible que s'il y a Mélenchon au second tour de la présidentielle, les droites se mettent ensemble. Vous avez un déplacement du Front républicain. Pour dire, maintenant, on ne peut pas, dans notre pays, laisser gagner M. Mélenchon. Alors moi, je ne vais pas être totalement d'accord, loin s'en faut, justement, avec Samuel, parce que moi, je pense que l'union des droites, elle risque d'être compliquée, parce que est-ce que le RN, qui est le parti hégémonique de ce côté de l'échiquier, va la vouloir? Et quand on voit que le RN est tiraillé en son intérieur entre ceux qui seraient prêts à le faire, voilà, comme Bardella, et Marine Le Pen, qui ne veut pas le faire, je pense que ce sera une équation impossible. En revanche, je pense que dans certains cas, permettez que je cite une ville, la capitale de la France, Paris, je pense que les clins d'œil entre Rachida Dati et Sarah Knafo pourraient peut-être arriver à quelque chose, surtout que le candidat du RN, Thierry Mariani, est vraiment très bas dans les sondages, contrairement à Sarah Knafo qui monte, mais les sondages, comme disait Valérie Pécresse, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce premier Seul contre tous. Philippe Bilger, vous dites que la montée de la haine en politique, finalement, on se dit que finalement on n'a plus de culture. Oui, alors c'est un grand bonheur que vous ayez inventé ce Seul contre tous, parce qu'il permet parfois de mélanger son intérêt personnel avec le destin de la France. Parce que je pense profondément que cette manière dont la haine devient un mode d'expression presque banal dans la vie politique et dans les rapports entre élus ou non élus est véritablement la manifestation d'une classe politique qui a oublié ou qui n'a jamais compris, qui n'a jamais connu les humanités. Je pense que derrière cette haine, il y a une faillite absolue de la culture qui n'irrite plus les esprits, qui en réalité ne permet plus le doute, la distance, la compréhension, la contradiction intelligente, que derrière il n'y a plus véritablement de capacité humaniste de comprendre ce que veut l'autre pour éventuellement le contredire. Autrement dit, c'est parce qu'on ne sait plus ce que sont les humanités qu'on n'a plus d'humanité même dans la vie politique. Alors, moi, je suis pas d'accord avec Philippe Bilger sur un point. Je pense que de la culture, il y en a encore. Même si, alors, je mets tout de suite un coup de frein, la culture des hommes politiques d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle des hommes politiques d'il y a 50, 60, 70 ans, d'accord? Je suis pas intimement convaincu que tous sachent manier l'imparfait du subjonctif. Non. Mais est-ce que c'est ce qu'on demande à un homme politique? Non. Et il y a une chose qui a changé fondamentalement. C'est qu'aujourd'hui, les idées, je dirais limite, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la culture du buzz. Donc dès lors que vous avez la petite phrase qui va sortir sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux, vous avez gagné. Et je crois qu'il est là le problème. Il y a encore des gens cultivés dans les partis politiques. Il y a aussi des incultes totaux. Ça, on est bien d'accord. Ce qu'il n'y avait pas il y a 50 ou 60 ans en général. Mais je pense que le drame, c'est la culture du buzz, la culture de l'instant, plus que le combat des idées. La voix de Virginie. Alors, pour avoir vécu dans des milieux différents, la politique de l'intérieur et le monde économique, moi, ce qui m'avait frappé, c'était vraiment un rapport d'étonnement, c'est que le monde politique, pour moi, c'est comme une famille dysfonctionnelle. Vous savez, on dit que c'est les gens... Non, mais vraiment, c'est même pas drôle, parce que c'est les enfants battus qui, paraît-il, battent leurs enfants. Et ben, le monde politique, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de reproduire ce dont ils ont souffert, et en parlant de cette violence, du manque d'humanité, eh bien,
parce qu'ils en ont souffert, ils deviennent eux-mêmes les bourreaux de la génération d'après, et ainsi de suite. Pour moi, c'est vraiment l'observation d'une famille dysfonctionnelle où les gens qui ont été le plus agressés, qui ont subi le plus, ils considèrent normal de reproduire ça et limite, vous devez faire vos classes, entre guillemets, en subissant et en passant par là, parce que sinon... C'est le bizutage, quoi. Et voilà, c'est un bizutage plus qui fait qu'après vous en êtes, quoi. Hein. Vous avez bien pris plein la figure et là, du coup... Et vous savez de quoi on parle. Je sais de quoi on parle. vous pouvez, du coup, revendiquer de faire partie du club. Samuel Botton. Non, on a franchi une limite. Pourquoi ? Parce que les institutions, de par les équipes de pouvoir à l'époque, ne sont plus en mesure de préserver les équilibres parlementaires. C'est-à-dire, si on était effectivement dans une configuration avec un bloc de droite bien clair autour d'un parti et un bloc de gauche bien clair, idem, comme on l'a connu dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000, ça serait simple. Là, aujourd'hui, vous avez plein d'entités à droite, plein d'entités à gauche, chacune irréconciliable avec l'autre. On en est même dans des configurations où aujourd'hui, le PS et LFI, qui sont deux partis de gauche, passent plus de temps à se combattre eux qu'à combattre ce qui se passe à droite, à l'extrême droite. Donc forcément, après, sur la violence, elle a toujours existé, mais encore une fois, c'était les équilibres politiques qui permettaient de préserver ça. Hollande, en son temps, a même subi la violence dans son propre camp. Aujourd'hui, on parle d'assemblée éclatée. Les frondeurs sont les parents de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, on pouvait arriver avec une majorité, la perdre en cours de route, parce que chacun pense à son mandat en local et se dit, moi, si j'y vais avec telle étiquette, je repasserai pas derrière. Après, la violence, ça a toujours existé. Il faut la condamner, évidemment. Mais il n'y avait pas de caisse de résonance. Alors, ça pose une question. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ? Ou alors, est-ce qu'on laisse les chaînes d'information en continu et mettre 2 heures par jour pour être sûr qu'il n'y ait pas plus que nécessaire ? Voilà. Et puis, l'argument qui consiste à dire que c'est pas seulement le vôtre, Samuel. Je connais quelqu'un que j'aime beaucoup, qui répétait ça souvent comme argument. Ça existait hier. Mais la violence d'hier n'avait rigoureusement rien à voir avec celle d'aujourd'hui. C'est vrai. Parce que la violence d'hier, elle était greffée sur une culture. Il faut voir les débats parlementaires à l'époque et ce qu'ils sont devenus. Donc, je continue à penser que le défaut d'humanisme, et je vous trouve très optimiste tout de même, Philippe, sur le fait qu'il y aurait beaucoup de culture encore dans le monde politique. Certains hommes politiques, Voilà. chez certains, mais j'ai dit qu'il y a beaucoup, il y a des crétins. Oui, voilà, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Mais Mélenchon est un mec très cultivé. Absolument. Alors là, il n'y a aucun doute on là-dessus. reprochait aussi aux politiques d'être trop intelligents ou en tout cas cultivés et pas assez de terrain. Donc en fait, on est passé d'une extrême à l'autre. Mais l'intelligence, c'est autre chose, ma chère Cécile. Mais on leur reproche le défaut de culture, c'est une capacité de prendre en compte autrui ses idées et de pratiquer un certain nombre de vertus qui sont fondamentales dans la vie politique. Eh bien, merci. En tout cas, Ou c'était même très dans les intéressant. débats des vrais voix. Voilà. C'était une belle chute. Bien entendu, vous allez retrouver tout ça en podcast. Vous pourrez les réécouter et commenter. Ce sera avec un grand plaisir. Et puis, on reviendra dans un instant dans l'info en plus sur les 4 personnes condamnées en 2024 pour l'assassinat de Samuel Paty. C'était en octobre 2020. Ils sont jugés en appel à partir d'aujourd'hui. On en fait une petite pause. On revient dans quelques instants. Et n'hésitez pas, bien entendu. Zach vous attend au 0826 300 300 jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons